et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du patrimoine et plus précisément de sa préservation entre tension et concurrence. Puisque, vous le savez, à l'image des ruines de Palmyre, ce patrimoine est régulièrement menacé. Pourtant, la volonté de conserver l'héritage du passé aussi intact que possible est forte aujourd'hui. L'intérêt des touristes amorce la patrimonialisation d'espaces naturels comme les Alpes, de biens culturels, notamment à Venise et Bruges, ou encore immatériels avec des carnavals, des chants et des danses. Or, la patrimonialisation, c'est une affaire de choix. Après 1945, les centres de mise à mort de Belzec ou Treblinka ont longtemps été invisibles, tandis qu'Auschwitz devenait en 1947 un musée national polonais créé par un régime communiste désireux de mettre en avant le martyr polonais aux dépens de la mémoire de la Shoah. En résulte ainsi une mise en concurrence des territoires, voire des conflits d'usage. Aussi, dans quelle mesure le processus de préservation du patrimoine peut-il être source de conflits ? On va commencer par la notion de patrimoine en péril, un statut qui désigne un bien du patrimoine mondial menacé par des dangers imminents, comme la dégradation des matériaux d'un monument, le déclin de la faune et de la flore, ou sa confrontation à des menaces graves laissant présager une dégradation du site. La liste du patrimoine mondial en péril, on l'a déjà vu en introduction, est donc conçue pour informer et encourager des mesures correctives. Première menace, les opérations d'urbanisme et la surfréquentation touristique. Liverpool et Vienne ont ainsi été inscrites sur la liste du patrimoine en péril suite à des projets architecturaux modernes défigurant le centre-ville. Si le PLU, le plan local d'urbanisme, a été révisé à plusieurs reprises pour faire évoluer progressivement la hauteur maximale des immeubles, la ville de Paris n'autorise pas la construction de buildings dans les quartiers historiques ou centraux. En cause, le traumatisme provoqué par la construction de la tour Montparnasse en 1969. À Berlin, des pans du mur dans l'East Side Gallery ont été retirés en 2013 pour permettre la construction d'un hôtel de luxe. Lieu de mémoire de la guerre froide et symbole de la réunification, le mur est largement considéré comme un musée du street art à ciel ouvert. Il est aussi menacé par les touristes qui veulent repartir en emportant un morceau du mur en souvenir. Sacrée carte postale. Les dégradations liées au tourisme de masse peuvent donc altérer la conservation du patrimoine, comme la cité de Petra en Jordanie, à l'image des incivilités dans l'espace public, nuisances sonores et détritus sur la voie publique. La surfréquentation touristique fragilise les œuvres anciennes et parfois le site lui-même. Dès 1963, l'État est contraint de fermer la grotte de Lascaux, par exemple au public, les peintures se dégradant en raison du gaz carbonique dégagé par la simple respiration des visiteurs. Autre exemple, avec 30 millions de visiteurs, Venise s'enfonce lentement sous le poids du surtourisme. Ses sites classés sont surfréquentés, comme le Palais des Doges ou la Basilique Saint-Marc. Ses canaux ruelles sont saturés, ce qui provoque des difficultés de circulation sur le Grand Canal. Enfin, le passage quotidien de paquebots géants dans la lagune jusqu'en 2021 a aggravé l'érosion de la ville, la fragilisant fortement. Selon Hervé Barrel, un spécialiste du tourisme durable au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, le tourisme est très paradoxal, c'est à la fois un prédateur et un sauveur du patrimoine. Quand un site est désigné sur la liste du patrimoine mondial, les guides de voyage le recommandent encore plus fermement et les visiteurs affluent. Or, on le sait, la surfréquentation touristique menace le Machu Picchu, avec 1,5 million de visiteurs par an, qui doit parfois fermer, la cité d'Angkor, qui reçoit 2,2 millions de personnes en moyenne chaque année, ou encore Dubrovnik en Croatie, qui reçoit environ 1,5 million de touristes pour 43 000 habitants, qui, sous la pression de l'UNESCO, a dû limiter son ouverture à 4 000 visiteurs par jour en 2019. Dernier problème lié au tourisme, perçu comme créateur d'emplois et de retombées économiques, ce patrimoine est aussi folklorisé. Il en résulte ainsi la standardisation de pratiques culturelles afin de les exposer à un regard extérieur de façon à créer un spectacle pour les touristes. Au Pays Basque, seules les couleurs vertes et rouges sont autorisées dans les peintures extérieures des maisons pour accentuer l'unité du paysage régional. L'architecture est ainsi mise en décor, et le patrimoine immatériel pâtit aussi de cette disneylandisation à l'image des conteurs et charmants des serpents à Marrakech. Autre menace, ce sont les dommages collatéraux des conflits et des assauts djihadistes. Il y a déjà la question de la colonisation, puisqu'à son arrivée, le colonisateur impose sa propre culture et efface l'héritage identitaire du passé. Une partie du patrimoine immatériel local est alors remis en cause, à l'image des croyances, rituels et techniques artisanales, et de nombreuses œuvres d'art sont prélevées à titre de butin de guerre. Ce patrimoine subit aussi des dommages collatéraux des conflits, comme les villes de Reims ou Dresde lors de 2 guerres mondiales qui ont été détruites, ou encore Alep lors de la guerre de Syrie. Mosquée que l'on voit ici.
L'héritage mésopotamien a d'autant plus souffert du conflit en Irak que le patrimoine devient la cible d'une violence symbolique dans le cadre des conflits asymétriques. Dès 1992, le bombardement de la bibliothèque de Sarajevo par les nationalistes serbes vise à attaquer le cosmopolitisme de la Bosnie-Herzégovine. Au Moyen-Orient comme au Sahel, la destruction par les islamistes de sites classés sur la liste de l'UNESCO revient à cibler le patrimoine mondial de l'humanité en tant que notion occidentale. C'est le cas en particulier pour les sites pré-islamiques comme les Bouddhas d'Afghanistan détruits en 2001 ou le temple de Bel rasé en 2015 qui était un des joyaux de la cité antique de Palmyre. Classé au patrimoine de l'humanité depuis 1980, il était devenu l'un des sites les plus touristiques de Syrie avec plus de 100 000 visiteurs par an. Sa destruction par Daesh en 2015 participe à la lutte contre l'idolâtrie, au même titre que la destruction des mausolées de Tombouctou par les islamistes d'Ansardine en 2012. Alors, ces mouvements qui luttent contre l'idolâtrie se revendiquent du salafisme, un mouvement religieux rigoriste qui rejette les autres courants de pensée. L'enjeu est également de faire pression sur la communauté internationale en répandant la peur de la destruction du patrimoine inestimable. L'UNESCO a d'ailleurs établi une liste du patrimoine mondial en péril pour des raisons géopolitiques, comme les mausolées de Tombouctou ou la vieille ville de Sanaa au Yémen, et a adopté une résolution visant à protéger le patrimoine culturel contre le pillage, les trafics et les destructions dans toutes les zones de conflit. En 2016, le djihadiste Ahmad al-Faqih al-Mahdi a également été condamné à 9 ans de prison par la CPI. C'est important puisque c'est la première fois que la destruction de biens culturels est considérée comme un crime de guerre. Alors en plus des menaces liées au surtourisme, aux opérations d'urbanisme, aux conflits et aux djihadistes, on a aussi les menaces environnementales qui sont multiples, à commencer par tous les sites qui sont menacés par le changement climatique. On parle là autant de la hausse du niveau de la mer que de l'érosion des littoraux ou de la multiplication des pluies et des tempêtes, comme les Galapagos qui figurent sur la liste des biens en péril depuis 2007. En cause, le changement climatique évidemment, mais aussi la pollution, l'épuisement des ressources naturelles, le tourisme et l'introduction de nouvelles espèces comme des chèvres, des rats, des porcs, des chiens ou encore des pigeons qui détruisent la biodiversité endémique de la région. On pense aussi évidemment au cas de Venise, puisqu'en 2019, l'UNESCO a envisagé de classer Venise sur la liste du patrimoine en péril. En effet, les inondations provoquées par les marées et les tempêtes y sont en forte augmentation. De 2000 à 2010, la place Saint-Marc a ainsi été inondée plus de 50 fois, sous plus de 1,1 mètre d'eau, soit 10 fois plus qu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Ce phénomène d'acqua alta s'explique par le tassement de la ville, mais aussi par la montée générale des eaux due au dérèglement climatique. Néanmoins, et point positif quand même ici, depuis 2022, le projet Moïse, ou Mosè en italien, de digue artificielle permet de limiter, voire d'éliminer quasiment totalement les aqua alta. Mais il y a également d'autres menaces liées à l'environnement. Selon WWF, un tiers des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO seraient par ailleurs menacés par les activités industrielles, qu'il s'agisse d'exploitations pétrolières, minières ou gazières pour 42 sites, de la construction d'infrastructures type réseau électrique, voies ferrées ou routières et de la surexploitation des ressources. La surpêche menace aussi à plus ou moins longue échéance 47 sites naturels classés, tandis que l'exploitation forestière, dans la très grande majorité de cas illégale, menace 25 des 106 sites forestiers classés. Le sanctuaire de l'Oryx arabe d'Oman, par exemple, a ainsi été retiré de la liste du patrimoine mondial, l'exploration pétrolière ayant amputé jusqu'à 90% du site. En Afrique, la difficile application des mesures de protection en temps de guerre rend la biodiversité vulnérable au braconnage, comme c'est le cas pour le trafic d'ivoire en République démocratique du Congo. Et puis, il ne faut pas l'oublier, les zones de biodiversité sont aussi victimes, et de plus en plus avec le changement climatique, d'incendies. On pense à l'Angola, la Zambie, Madagascar, la Californie, l'Australie par exemple, où de 2019 à 2020, les incendies ont détruit 20% des forêts, tuant près de 3 milliards d'animaux. Alors pour lutter contre tout ça, il y a bien évidemment des politiques de préservation qui sont menées à toutes les échelles. Et on va commencer par voir le rôle des pouvoirs publics. À l'échelle internationale, bien sûr, il faut penser au rôle de l'UNESCO, qui soutient les projets de préservation du patrimoine comme les collines du vignoble italien de Prosecco. Elle œuvre également à sa reconstruction en partenariat avec l'ONU et les États. Au Mali, par exemple, elle initie la reconstruction des mausolées et la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou sous la protection des casques bleus et de la MINUSMA. La BNF, quant à elle, se charge de la numérisation des manuscrits, tandis que le laboratoire de recherche Cratère en SAG réalise des supports d'information sur le patrimoine culturel à destination des autorités maliennes et des organisations humanitaires. En jeu ici, bien évidemment, la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. À l'échelle nationale, la préservation du patrimoine dépend du développement de chaque pays, puisqu'entretenir et restaurer nécessite des moyens et des infrastructures.
En France, Paris bénéficie depuis 1913 de la loi de protection des monuments historiques, tandis qu'avec la loi Malraux de 1962, le quartier du Marais devient le premier secteur sauvegardé de France. Tout projet d'aménagement du territoire comprend ainsi aujourd'hui un cahier des charges où sont indiqués les éléments du patrimoine bâti et non bâti à protéger dans le cadre des servitudes d'utilité publique. Côté italien, les autorités municipales s'efforcent de promouvoir un tourisme durable et instaurent un numerus clausus via l'installation de portiques depuis 2024 pour Venise. Elles envisagent également de mettre en place une réservation obligatoire pour les groupes de touristes afin d'étaler les arrivées et ont d'ores et déjà, depuis 2024, instauré une taxe de 5 € pour limiter le tourisme pendulaire et financer l'entretien de la ville. Enfin, au Mali, dernier exemple, les banques culturelles veillent à ce que les biens patrimoniaux contribuent au développement économique et social au lieu d'être bradés. Les habitants peuvent y déposer des objets culturels de valeur en échange d'un microcrédit. Les pouvoirs publics agissent aussi par le biais de subventions directes, comme la restauration du site de Luang Prabang qui est faite conjointement par l'État laotien et l'UNESCO depuis 1995, ou encore la reconstruction de Notre-Dame de Paris depuis 2019. Ils agissent aussi par des subventions indirectes, avec des incitations fiscales ou des labellisations. Le financement et les lois de protection adoptées par le gouvernement irakien, par exemple, ont permis l'inscription des ruines de la ville de Babylone sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Autre acteur majeur, c'est le privé avec la résurgence du mécénat. En effet, par le biais de leur fondation, les entreprises font de leur mécénat un outil de communication. À Versailles, par exemple, entre 2012 et 2018, les marques de luxe ont apporté près de 20% du mécénat global de l'établissement. Le patrimoine représente donc aujourd'hui le quart des dons et se hisse au deuxième poste derrière les œuvres sociales. Aux États-Unis, cette pratique est ancienne, dans la mesure où il n'existe pas de ministère de la Culture et où la recherche de financement, ce qu'on appelle le fundraising, est devenue une spécialité universitaire depuis les années 1970 et est largement pratiquée par le grand monde. Néanmoins, le mécénat fait polémique puisqu'il participe à la marchandisation du patrimoine. En 2011, par exemple, la restauration du pont des Soupirs à Venise s'achève grâce aux recettes de grandes affiches publicitaires placardées sur le pont, et comme le rappelle le maire de Venise, cela ne fait plaisir à personne de voir les monuments de la ville cachés et utilisés par les publicités, mais si cela nous permet de les sauvegarder, alors personne ne peut en nier l'utilité. Enfin, un dernier acteur qui est toujours capital, c'est la question de la mobilisation citoyenne, puisqu'à travers des associations et des opérations de financement participatif, les citoyens contribuent aux efforts de préservation du patrimoine auxquels ils sont attachés localement, qu'il s'agisse du patrimoine industriel, comme les hauts fourneaux lorrains ou belges, religieux, les calvaires en Bretagne, les mausolées en Afrique du Nord, voire mondialement, puisqu'on a eu plus de 30 000 donateurs étrangers pour la restauration de Notre-Dame. Dans de nombreux pays, en Colombie, en Cambodge, etc., des agences locales militent pour que la valorisation touristique du patrimoine profite avant tout aux locaux. À Venise, l'association Italia Nostra en appelle au numerus clausus, tandis que les résidents se mobilisent pour obtenir l'interdiction de Airbnb dans le centre historique, ainsi que l'arrêt de la construction de nouveaux hôtels et lieux de restauration à remporter. À l'échelle internationale, de nombreuses ONG œuvrent à la préservation du patrimoine, comme WWF, créée en 1961 pour défendre le patrimoine naturel. Elle rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de personnes dans plus de 100 pays. Ou encore Greenpeace, fondée en 1971 au Canada, qui est présente dans 55 pays et sensibilise l'opinion publique à la protection de l'environnement grâce à des actions qui sont très médiatisées. On pense aussi à Europa Nostra, créée en 1963 pour répondre aux menaces pesant sur Venise. Elle promeut le patrimoine culturel européen, tandis que Patrimoine sans frontières a été créé à Paris en 1992 et intervient pour défendre le patrimoine matériel ou immatériel menacé. Alors tout ça, bien entendu, fait que le patrimoine est une source de tension croissante. Il y a d'abord de nombreux débats autour de la restauration, qui est, je le rappelle, la remise en état du bâti dans son état initial ou tout au moins historique sans modification interne ou externe. Sauf que la reconstruction du patrimoine détruit suscite en fait de très nombreuses polémiques. Alors on pourrait citer très longuement les exemples de Viollet-le-Duc à Carcassonne ou à Notre-Dame de Paris, mais ici on va citer surtout la question de Berlin où le Palais des Peuples de l'ex-RDA a été démoli entre 2006 et 2008. Cette disparition est vue par certains Berlinois de l'Est comme l'effacement de leur mémoire, d'autant qu'en lieu et place de ce palais, le château des Hohenzollern, qui avait été endommagé par la guerre puis rasé par la RDA en 1950, a été reconstruit et inauguré en 2020. Une seule des 4 façades n'a pas été restituée à l'identique pour rappeler qu'il s'agit d'une reconstruction moderne. Alors d'autres monuments perdus font débat. En Afghanistan, la reconstruction des Bouddhas divise.
Mais grâce aux nouvelles technologies de traitement de l'image, la numérisation des écrits, des images et des sites, et la virtualisation des musées, permettent en partie de conjurer la perte. Ainsi, des copies grandeur nature de l'Arche de Palmyre ont pu être réalisées. Aussi, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas reconstruire des bâtiments qui ont été détruits? Si on s'intéresse aussi à la question du Mali, la réhabilitation repose sur une enquête historique qui est menée à partir de fouilles archéologiques et de récits anciens. Elle s'appuie sur la maîtrise technique, enfin deux techniques en tout cas ancestrales. Les maçons et les artisans locaux reproduisent à l'identique les mausolées en récupérant des restes de murs, et des cérémonies avec lecture du Coran et prières collectives sont organisées pour sacraliser de nouveau les mausolées. Certaines reconstructions sont ainsi peut-être plus pertinentes que d'autres. De nombreux experts parlent alors de falsification de l'histoire, un jugement qui résulte d'une vision européenne de la notion de patrimoine. Alors que la Charte de Venise de 1964 encourage la restauration des bâtiments dans leur dernier état connu, le document de Nara de 1994 définit l'authenticité d'un bâtiment par son emplacement. Un temple reste donc authentique, quel que soit le nombre de ses restaurations. Un dilemme et un débat qui a affecté profondément la décision de reconstruire Notre-Dame de Paris. Le débat de fond, en fait, tourne autour de la reconstruction inventive qui a été suggérée pour la flèche, une flèche en verre, en faisceau de lumière, un jardin paysager, il y a eu des dizaines de propositions, et les débats portaient aussi sur le choix des matériaux, puisqu'il avait fallu 1300 chênes pour construire la charpente de la cathédrale il y a 8 siècles, et aujourd'hui, pour une reconstruction identique, les chênes devront avoir été plantés au plus tard au 19e siècle, donc est-ce qu'il faut reconstruire de la même façon qu'à l'époque ou pas? Le président Macron a tranché, et vous le savez, depuis Notre-Dame est reconstruite totalement à l'identique, avec la flèche de Viollet-le-Duc. Il y a aussi une concurrence entre acteurs qui s'affirme, puisque protéger le patrimoine ne signifie pas le figer pour l'éternité, ni même en respecter l'intégrité. À Rome, c'est l'exemple type, les papes du XVIe siècle ont modifié les édifices antiques pour les christianiser. La colonne Trajane qu'on voit ici est surmontée d'une statue de Saint-Pierre. Selon la géographe Maria Gravari Barbas, le meilleur moyen pour protéger le patrimoine, c'est de l'occuper, de lui attribuer une fonction, de lui accorder un rôle. Dans la société actuelle, il est donc nécessaire de vivre et d'habiter le patrimoine, quitte à en faire évoluer ses fonctions. Et aux rénovations au bulldozer ont succédé des interventions plus douces et plus respectueuses du passé. Architectes et urbanistes ont donc passé de la rénovation de quartiers historiques insalubres ou de quartiers à fort passé industriel à leur réhabilitation dans le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier. À Baltimore, Hambourg ou Harlem, à New York, les quartiers populaires ont ainsi été modifiés tant du point de vue architectural, les entrepôts sont devenus de grands lofts par exemple, que fonctionnels, on a des activités aujourd'hui plutôt tertiaires, à la place des activités industrielles et portuaires qu'il y avait auparavant. Mais ces anciens quartiers noirs et hispaniques, pour Harlem, abritent aujourd'hui majoritairement des populations WASP, donc blanches plutôt aisées, à cause de la hausse des prix de l'immobilier, de la gentrification et de l'accroissement des inégalités urbaines. Et puis, bien évidemment, tout ça entraîne aussi des conflits d'usage. L'émotion patrimoniale peut être provoquée par la volonté de modifier l'apparence d'un monument, d'en transformer les usages ou de la détruire. Par exemple, en 1969, le transfert du marché de gros à Rungis, dans la banlieue parisienne, a ouvert la bataille des Halles entre pouvoir public et associations de riverains, mais la mobilisation a été vaine et les pavillons bâtards ont été finalement détruits. L'attachement des habitants d'une ville à leur patrimoine, voire à leur cadre de vie, peut entraîner des tensions lors d'un grand projet d'aménagement et de modernisation. Depuis près de 10 ans, par exemple, la tour Triangle est l'objet de toutes les controverses. C'est une tour de 180 mètres de haut, une élévation hors norme dans le paysage parisien, qui ferait du bâtiment le troisième édifice le plus haut de la capitale, après la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Or, cette obsession de protéger la capitale contre les atteintes du présent conduit à sa vitrification, voire à sa sanctuarisation. La construction de logements et de bâtiments neufs devient ainsi de moins en moins acceptable, de plus en plus difficile, tandis que la muséification transforme des quartiers entiers en résidences touristiques. La conséquence est une pression foncière et immobilière alimentée par les plateformes de location de logements de particuliers comme Airbnb. Venise a perdu plus du tiers de sa population résidente, ils sont aujourd'hui seulement 55 000 contre 180 000 en 1945. Dans la province chinoise du Shanxi, le déplacement autoritaire de la population dans les années 2000 a conduit à un nettoyage par le vide pour la mise en tourisme des villes d'eau. Il existe pourtant des formes de tourisme raisonnées, comme à Amsterdam, où le nombre de visiteurs est limité et les hébergements extérieurs à la ville favorisés, mais la vie quotidienne reste perturbée par la présence des touristes. À Barcelone, Florence ou Venise, les populations dénoncent la marchandisation de leur ville. Les tensions concernent l'usage de l'espace et des bâtiments par les riverains et les touristes, principalement. On parle alors de conflit d'usage. À Venise, les riverains manifestent contre les bateaux de croisière, tandis qu'au Machu Picchu, c'est un projet d'aéroport qui, lui, cristallise les tensions.
Enfin, la valorisation du patrimoine peut parfois devenir une entrave au développement économique. Par exemple, le label Plus beau village de France n'est pas compatible avec le développement de zones industrielles ou commerciales sur le territoire communal. Dans les pays en développement, d'autres projets peuvent aussi être jugés prioritaires, la construction d'une école ou d'un hôpital, et retarder la protection de certains sites. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour travailler notamment sur la question de la protection du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais pas que, c'est le thème conclusif.